Nous venons de procéder ensemble à des tests de comparaison de moyenne pour des groupes indépendants. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on travaille avec des mesures répétées? Mais dans ce cas, effectivement, on utilise le test TPR, l'ANOVA à mesure répétée et l'ANOVA mix, étant entendu que nous sommes en présence de mesures répétées, ou si vous voulez, de groupes dépendants. Alors on va s'intéresser en particulier à la base de données 2, celle d'une intervention thérapeutique auprès de patients dépressifs. En fait, l'enjeu ici est d'évaluer l'efficacité d'un programme d'intervention thérapeutique destiné à des patients souffrant de problèmes de dépression. Alors l'échantillon est constitué de 59 cas. Eh bien, on va l'ouvrir ensemble. Mais voilà un peu comment se présente la base de données. Elle est constituée de 6 variables. Donc les symptômes dépressifs mesurés au temps 1, avant la thérapie, au temps 2, un mois après la thérapie, et au temps 3, 2 mois après la thérapie. Donc les participants complètent 3 fois la même mesure, autrement dit les symptômes dépressifs. En l'occurrence, on voit bien que le cas numéro 1 a comme score 53 au temps 1, c'est-à-dire avant la thérapie, 36 comme score au temps 2, un mois après la thérapie, et 40 comme score au temps 3, c'est-à-dire 2 mois après la thérapie. Étant entendu que c'est un homme et il a reçu en particulier la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, une question effectivement qui pourrait effectivement nous intéresser est de savoir est-ce qu'il y a un changement des symptômes dépressifs à travers le temps. Alors, on peut supposer que si effectivement le programme d'intervention thérapeutique est efficace, eh bien, il y aura certainement un changement à travers le temps. Il y aura peut-être une diminution des symptômes dépressifs à travers le temps. Et donc, la question centrale est de savoir s'il y a un changement des symptômes dépressifs à travers le temps à l'intérieur des individus à la suite de l'intervention thérapeutique. En l'occurrence, s'il y a un changement intra-individuel, est-ce que ce changement est le même selon qu'on est homme ou femme, selon qu'on a reçu une thérapie de type cognitivo-comportemental ou une thérapie de type activation comportementale? En l'occurrence, est-ce que le sexe et le type de thérapie expliquent potentiellement les différences entre les individus dans le changement intra-individuel? Eh bien, pour répondre à ce genre de questions, eh bien, on utilise les tests de comparaison de moyenne pour des mesures répétées. Donc, il suppose avant tout que les mesures soient établies sur une même échelle. Donc, le phénomène est mesuré à partir d'une même échelle, ce qui est le cas ici. Donc, le phénomène que sont les symptômes dépressifs, effectivement, est mesuré, ce phénomène est mesuré sur une même échelle. Donc, pas de problème là-dessus. Pour ce qui est du premier postulat. Alors, le deuxième postulat suppose, comme dans le cas du test T et de l'ANOVA, que les mesures aux trois temps, effectivement, suivent une distribution normale. Évidemment, les tests de comparaison de moyenne, que sont le test TPR ou l'ANOVA à mesure répétée, sont robustes s'il y a un petit écart à la normalité. Mais il faut quand même s'assurer qu'approximativement au moins les 3 mesures suivent une distribution normale. Alors on va le vérifier ensemble assez rapidement en adoptant une procédure que vous connaissez déjà. Alors on va cliquer sur le menu Analyse, ensuite Statistiques descriptives, Explorer. Donc ensemble on va explorer la variable dépression telle qu'elle est mesurée aux 3 temps. Alors dépression au temps 1, dépression au temps 2 et au temps 3. Alors, on peut aller sortir les statistiques descriptives, ça suffit. Les courbes, plutôt l'histogramme, et afficher les tracés de répartition. Alors, on va cliquer sur Poursuivre. Alors, ça devrait suffire. On va valider en cliquant sur OK.
de façon à voir apparaître les sorties SPSS. En l'occurrence, le premier tableau récapitule les cas valides et manquants. Et donc, de manière générale, si on regarde au niveau de la dépression au temps 1, on voit bien que la moyenne tourne autour de 37,37. Étant entendu qu'on est sûr à 95% que la moyenne se situe entre 34 et 40,52 au temps 1, c'est-à-dire avant l'administration du programme thérapeutique. En l'occurrence, si on devait comparer les coefficients d'asymétrie et de kurtosis par rapport à leur erreur type, eh bien on verrait effectivement que le rapport serait inférieur à 1,96. Et donc ce qui montre effectivement que la variable telle qu'elle est mesurée au temps 1 ne pose pas de problème effectivement de normalité. Alors, si on regarde la dépression au temps 2, on voit que la moyenne tourne autour de 30,7. Étant entendu que le coefficient d'asymétrie moins 0,21 et le coefficient de kurtosis moins 0,71, si on les relativise par rapport à leur tic, on verrait effectivement que le rapport serait certainement inférieur à 1,96. Là aussi, il ne semble pas y avoir de problème de normalité. Et finalement, pour ce qui est de la dépression telle qu'elle est mesurée au temps 3, on voit que la moyenne tourne autour de 23,51. Les trois mesures semblent suivre une distribution normale, approximativement, à l'exception de la mesure au temps 3. Alors, pour s'assurer effectivement de la normalité des trois mesures, eh bien, il faut procéder aux tests de normalité qui sont beaucoup plus convaincants. Alors, on va y aller. Regardez les résultats des tests de normalité. En l'occurrence, le test de Shapiro-Wilk montre effectivement que les mesures au temps 1 et temps 2 suivent une distribution normale, puisque le test n'est pas significatif. Et donc, les distributions observées s'ajustent parfaitement par rapport au modèle normal, sauf la mesure au temps 3, qui semble effectivement s'écarter par rapport au modèle normal. Par contre, si on se rabat sur le test de Kolmogorov, eh bien on voit qu'il y a une distribution normale pour les trois mesures. Et donc, de manière générale, il semble que les trois mesures suivent une distribution normale. Et donc, effectivement, on peut passer au test de comparaison de moyenne. Il faut s'assurer que les variances des mesures qui sont comparées sont homogènes, comme dans le cas du test T et du test ANOVA. Par exemple, dans le cas du test T et du test ANOVA, eh bien, les groupes doivent avoir des variances homogènes, autrement dit des variances similaires. Dans le cas des tests T et ANOVA, il faut s'assurer que les groupes ont des variances relativement égales, autrement dit des variances homogènes. Eh bien, le même problème se pose dans le cas des tests de comparaison de moyenne pour des mesures répétées. Il faut s'assurer qu'il y ait une homogénéité entre les variances des différences entre les mesures plus 2 à 2. C'est ce qu'on appelle sphérécité. Donc, sphérécité, c'est un peu l'équivalent de l'homogénéité. Et donc, il faut procéder au test de sphérécité dans le cas effectivement des mesures répétées. Et donc, l'hypothèse nulle est à l'effet que la variance de la différence entre les mesures au temps 1 et au temps 2 est égale à la variance entre le temps 1 et le temps 3, qui est aussi égale à la variance entre les mesures au temps 2 et au temps 3. Par contre, l'hypothèse alternative postule qu'il y a au moins une des variances qui est différente des autres. On va s'intéresser dans un premier temps à la situation où effectivement on a seulement 2 temps de mesure. Donc on va s'intéresser au temps 1, c'est-à-dire avant l'administration du programme thérapeutique, et au temps 2 après l'administration
du programme thérapeutique. Donc l'idée, c'est de voir si à la suite du programme, eh bien, les symptômes ont diminué plutôt que non. Donc l'idée, c'est de comparer les deux moyennes. Pour ce faire, il faut procéder au test T-Perret, qui est un peu l'équivalent du test T, mais ici pour des groupes dépendants, autrement dit des groupes pairés. Alors dans le cas du test T, il est question seulement de comparer deux mesures répétées. Et bien dans ce cas, la sphéristicité est souvent respectée. Et donc généralement, SPSS ne juge même pas nécessaire de procéder au test de sphéristicité. Alors on va y aller, on va cliquer sur le menu Analyse, comparer les moyennes et tester pour échantillon apparié, autrement dit échantillon dépendant. Alors on va cliquer là-dessus, on va sélectionner la paire des deux mesures et on va la faire passer dans ce rectangle. Étant entendu qu'on peut inclure d'autres paires de mesures. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est seulement les deux mesures. Ensuite, pour ce qui est des options, on peut retenir au niveau de confiance de 95%, ça suffit. Et bien, ça va être tout pour exécuter un test T-Perret. Alors, on va y aller en cliquant sur OK. Alors, on valide de façon à voir apparaître les résultats. Alors, le premier tableau présente les statistiques descriptives. Alors, la moyenne tourne autour de 37,37 au temps 1, alors qu'au temps 2, la moyenne est de 30,7. Donc, il semble y avoir une différence entre la moyenne au temps 1 avant le programme et la moyenne au temps 2 après le programme. Reste maintenant à savoir si la différence est statistiquement significative ou non. Étant entendu que vous avez ici l'écart type et l'erreur type des deux mesures. Alors, ici, vous avez un deuxième tableau qui présente un peu l'association entre la mesure au temps 1 et la mesure au temps 2. Alors, le deuxième tableau nous présente la corrélation entre la mesure au temps 1 et la mesure au temps 2. Donc, généralement, il y a une corrélation entre les deux mesures parce qu'effectivement, le score au temps 2 est certainement dépendant du score au temps 1. De telle sorte qu'ici, on a une corrélation de 0,62 qui atteste d'une relation modérée à forte. Alors, on peut même avancer qu'il y a une corrélation forte et qui se trouve être significative. Par contre, ce n'est pas une information très pertinente puisque c'est tout à fait normal qu'il y ait une corrélation entre la mesure au temps 1 et la mesure au temps 2. Par contre, ce qui est surtout pertinent, c'est de lire les informations qui se trouvent sur le troisième tableau, test d'échantillon apparié. En l'occurrence, la différence entre la moyenne au temps 1 et la moyenne au temps 2 est de 6,66. Alors, on a l'écart type et surtout l'erreur type de cette différence qui est de 1,31. Et donc, à partir de l'erreur type, bien sûr, on peut calculer l'intervalle de confiance en multipliant notamment par le score Z 1,96 de façon à obtenir la marge d'erreur. Et la marge d'erreur plus ou moins la différence entre les deux moyennes nous donne l'intervalle de confiance à l'intérieur duquel se situe la vraie différence. En l'occurrence, on est sûr à 95% que la vraie différence entre les deux mesures se situe entre 4,03 et 9,29 au niveau de la population étudiée. Alors, une première façon effectivement de s'assurer qu'il y a une différence significative, c'est d'avoir un intervalle de confiance qui n'inclut pas 0. Il semble y avoir une différence significative si on se base sur l'intervalle de confiance. On aurait pu également comparer le t calculé au t critique. Ici, le t calculé est de 5,07, qui est certainement supérieur à la valeur critique du t, qui est de 1,96, au seuil 0,01 et pour l'infini comme nombre de degrés de liberté. Le test étant bilatéral en son temps. Et donc ici, effectivement, on rejetterait l'hypothèse nulle d'une absence de différence. Étant entendu qu'on aurait pu aussi comparer le P calculé
au seuil d'erreur maximal. Donc, de manière générale, c'est assez clair qu'il y a une différence statistiquement significative entre la moyenne des symptômes dépressifs au temps 1, c'est-à-dire avant l'intervention, et la moyenne des symptômes dépressifs un mois après l'intervention. Et donc, c'est assez clair que l'intervention thérapeutique semble efficace. Du moins, les symptômes ont significativement diminué du temps 1 au temps 2. Voilà un peu assez rapidement comment procéder au test TPR. On voit bien que le test TPR repose sur une même logique que le test T de Student. Que se passe-t-il maintenant si au lieu de s'intéresser à la comparaison entre deux mesures, eh bien, on s'intéressait à la comparaison entre trois mesures? Donc, à la comparaison entre trois moyennes pour des mesures répétées. Eh bien, dans ce cas, le test TPR n'est pas approprié. On utilise plutôt l'ANOVA à mesure répétée. Et donc, l'ANOVA à mesure répétée est utilisée lorsqu'effectivement nous voulons comparer trois mesures répétées ou plus. Mais autant l'ANOVA accepte une analyse entre deux groupes indépendants, eh bien, autant également l'ANOVA à mesure répétée peut aussi accepter une comparaison entre deux mesures répétées. Mais strictement parlant, l'ANOVA à mesure répétée est utilisée lorsque nous avons trois mesures répétées ou plus. Alors, on va y aller, toujours en s'intéressant à l'évolution des symptômes dépressifs à travers le temps, T1, T2 et T3. Alors, on va y aller en cliquant sur le menu Analyse, modèle linéaire général et mesures répétées. Puisqu'on s'intéresse à la comparaison de moyennes pour des mesures répétées, on va cliquer sur mesures répétées. Alors, on va y aller. Alors, facteur, ça définit un peu nos mesures. Donc, c'est dépression. Je pense qu'on peut mettre temps, par exemple. On aurait pu mettre également dépression. Alors, c'est selon. Moi, je préfère mettre temps, puisqu'on s'intéresse surtout à l'évolution des symptômes dépressifs à travers le temps. On a trois temps de mesure. On ajoute. Ensuite, on peut spécifier le nom de la mesure. Alors ici, je préfère mettre dépression ou symptômes dépressifs. Il faut toujours cliquer sur ajouter et le tour est joué. On a juste à cliquer sur définir. Alors, on définit de façon à voir apparaître cette fenêtre contextuelle. Alors, on sélectionne nos trois mesures et on les fait passer dans ce rectangle en cliquant sur la flèche. Ainsi, effectivement, le logiciel considère les trois mesures dans l'instruction. Ensuite, on clique sur tracer de façon à représenter visuellement le changement à travers le temps, l'évolution des symptômes dépressifs précisément. Alors, on fait passer temps sous axe horizontal, on ajoute et on poursuit. Ensuite, on clique sur options de façon, par exemple, à afficher la moyenne des symptômes dépressifs à travers le temps. Et on peut effectivement comparer les effets. Autrement dit, est-ce qu'il y a une différence entre le temps 1 et le temps 2, le temps 1 et le temps 3, le temps 2 et le temps 3? Alors, c'est comme des comparaisons multiples, si vous voulez. Étant entendu qu'on aurait pu utiliser le test post-hoc LSD, mais encore une fois, c'est un test qui ressemble un peu à une série de tests T, et donc qui ne permet pas d'ajuster l'effet de la multiplication du nombre de comparaisons sur les différences entre les moyennes, entre les séries de moyennes qui sont comparées. Alors généralement, on va vouloir corriger cet effet en utilisant par exemple le test de Bofferoni. On va cliquer sur statistiques descriptives pour avoir une idée sur les moyennes à travers le temps. Estimation d'effet de taille, donc l'état carré. Et alors, on n'a pas besoin de cliquer sur test d'homogénéité. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas des groupes indépendants, comme dans le cas du test T de Student ou de l'ANOVA. Et donc, comme on a des mesures répétées, alors on ne va pas cliquer sur test d'homogénéité. Alors, nous verrons tout à l'heure que la sphéricité est un peu l'équivalent de l'homogénéité. Et à la différence du test T
Perret, eh bien SPSS nous sort systématiquement le test de sphéricité. Alors, on va cliquer sur poursuivre. Je pense que ça va être tout. Ensuite, on clique sur OK, de façon effectivement à voir apparaître les résultats. En l'occurrence, on a le premier tableau qui précise en quelque sorte les facteurs intrasujets, autrement dit les mesures telles qu'elles sont obtenues à l'intérieur des sujets, donc à l'intérieur des individus. Rappelez-vous que la question clé est de savoir est-ce qu'il y a changement intra-individuel. Autrement dit, est-ce qu'il y a un changement des symptômes dépressifs à l'intérieur des individus. Alors le premier tableau nous rappelle effectivement le contexte, nous donne un peu le contexte de l'analyse. Le tableau statistique descriptive récapitule un peu la moyenne de chacune des mesures. Donc il semble y avoir au moins une différence entre les moyennes. On peut même avancer qu'il y a des différences entre toutes les moyennes. Parce que autant la moyenne du temps 1 est différente de la moyenne au temps 2, autant la moyenne du temps 1 est différente de la moyenne du temps 3. Et même la moyenne du temps 2 est différente de la moyenne du temps 3. Donc il semble y avoir des différences assez importantes. Et ces différences, on peut les visualiser à l'aide de la courbe des moyennes à travers le temps. Et même là, on peut mettre un peu d'étiquette pour afficher les moyennes. Alors pour ce faire, je vais cliquer 2 fois sur le graphique. Ensuite sur cette icône. Afficher les liblets de données. Alors je vais cliquer là-dessus. Alors je peux fermer. Alors je vois qu'il y a des doublons. Alors je peux peut-être éliminer les doublons. Je vais cliquer 2 fois. Alors je vais éliminer les doublons. C'est fait. Alors je clique là-dessus. Donc c'est assez clair que visuellement, il semble y avoir un changement à travers le temps. Et donc on a une trajectoire non seulement qui est linéaire, mais aussi qui est descendante. Autrement dit, les symptômes diminuent à travers le temps. On semble avoir ici un modèle linéaire, non seulement, mais aussi un modèle de trajectoire descendante. Il reste maintenant à savoir si effectivement le changement à travers le temps, autrement dit le changement intra-individuel à travers le temps, est statistiquement significatif ou non. Eh bien, pour ce faire, eh bien, il faut procéder au test F. Pour ce faire, on va revenir en arrière et analyser les résultats. Alors, ici, on a un tableau qui suit qui s'appelle test multivarié. Alors, ce n'est pas un tableau utile dans le cas de l'ANOVA à mesure répétée. Alors, c'est un tableau qu'on va surtout utiliser dans une situation multivariée. Autrement dit, dans la situation où on a plusieurs mesures répétées relevant de phénomènes différents. Autrement dit, si on avait 2 phénomènes qui sont différents, mais qui sont mesurés à travers le temps, et donc on aurait une situation multivariée. Mais ici, puisqu'on travaille sur une seule variable dépendante, on travaille seulement sur la dépression à travers le temps, on la suit à travers le temps, il n'est pas nécessaire de regarder cette sortie. Alors on va surtout se concentrer sur cette sortie test de sphéricité de Monchly. Ben justement, on en a parlé au début. Autant l'ANOVA suppose qu'il y ait une homogénéité entre les variances des groupes, et bien autant effectivement l'ANOVA à mesure répétée suppose qu'il y ait une homogénéité entre les variances. Et cette homogénéité est appelée sphéricité dans le cas de mesures répétées. Précisément, l'idée c'est de comparer les scores au temps 1 et le score au temps 2 et de calculer la variance. Ensuite, les scores au temps 1 et au temps 3, on calcule la variance des différences. Ensuite, les scores au temps 2 et au temps 3 et on calcule la variance des différences. L'idée est de savoir est-ce que les variances des différences entre les mesures plus 2 à 2 sont égales ou pas. C'est ce qu'on appelle sphéricité.
Lorsque la condition de l'égalité est satisfaite, eh bien, on va parler de sphéricité ou d'homogénéité des variances entre les différences des mesures. Alors ça, c'est l'hypothèse nulle, donc pas de différence entre les variances, des différences entre les mesures. Et l'hypothèse alternative postule qu'il y a au moins une des variances qui est différente des autres. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Dans le cas du test Perret, ce n'est pas nécessaire de tester la sphéricité parce qu'on a seulement 2 mesures répétées. Généralement, c'est une condition qui se vérifie assez souvent. Par contre, dans le cas de 3 mesures répétées ou plus, il faut effectivement tester la sphéricité, obligatoirement. On voit bien que le test ressemble un peu à une forme de qui-2. Et que le test est significatif ici, puisque le P est égal à 0.029, ce qui est inférieur à 0.05. Ici, on ne peut pas se permettre effectivement d'accepter l'hypothèse nulle. Donc ici, on est obligé de rejeter l'hypothèse nulle. Et par conséquent, il semble y avoir une absence de sphéricité. Donc il y a une violation à la sphéricité. Ou si vous voulez, à l'homogénéité des variances, des différences entre les mesures. Et bien, par conséquent, si on devait utiliser le test F, alors que la condition de sphéricité n'est pas respectée, eh bien, on obtiendrait un F biaisé. Donc, il faut trouver une façon de corriger ce biais. Et effectivement, SPSS propose 3 corrections, dont celle de Greenhouse. Alors, qui est en quelque sorte l'une des corrections les plus souvent utilisées. Et effectivement, la correction du biais est symbolisée par la valeur 0.895 qu'on appelle epsilon. Donc 0.895 s'appelle epsilon et ça symbolise un peu l'écart par rapport à la sphéricité. Généralement, lorsque l'epsilon est égal à 1, ben ça signifie qu'il n'y a pas de problème de sphéricité. Et donc, plus l'epsilon est proche de 1, plus la violation à la sphéricité est faible, c'est-à-dire moins sévère. Par contre, lorsque l'epsilon est inférieur à 0.75, cela signifie qu'il y a une violation assez sévère par rapport à la sphéricité. Mais ici, l'epsilon de Greenhouse étant supérieur à 0.75, eh bien, on peut avancer que la violation à la sphéricité n'est pas très sévère. Et donc, on peut se contenter effectivement de la correction Greenhouse pour vérifier si le changement à travers le temps est statistiquement significatif ou pas. Alors, pour ce faire, on va lire le tableau intitulé « Test des effets intrasujets ». Alors, encore une fois, ici, on s'intéresse au changement intra-individuel, autrement dit au changement à l'intérieur des sujets. Alors, si le test de sphéricité n'était pas significatif, autrement dit, si on avait un résultat non significatif pour ce qui est du test de sphéricité, eh bien, on lirait tout simplement la première ligne, puisqu'on tomberait effectivement sous l'hypothèse de sphéricité. C'est exactement la même situation qui se pose lorsque nous travaillons avec le test T. Donc, lorsqu'effectivement l'hypothèse d'homogénéité est vérifiée, autrement dit, lorsque le test F de Leuven n'est pas significatif, eh bien, on lit la première ligne sur l'hypothèse de variance égale. Également ici, lorsque le test de sphéricité de Monch-Lee n'est pas significatif, statistiquement parlant, eh bien, on va se contenter de lire également la première ligne, c'est-à-dire les résultats sous l'hypothèse de sphéricité. Autrement dit, sur l'hypothèse de variance égale entre les mesures, précisément leur différence. Puisque le test de sphéricité est significatif, eh bien, on va utiliser la deuxième ligne, autrement dit la correction Greenhouse, et lire les résultats. En l'occurrence, ici, vous avez la somme des carrés intermesures, autrement dit la somme des carrés entre les mesures à l'intérieur des individus. Donc, c'est un peu l'équivalent de la somme des carrés intergroupes. Donc, ici, on parlerait de somme des carrés intermesures. Et vous avez
la somme des carrés intra-mesure. Autrement dit, la somme des carrés à l'intérieur des temps de mesure. Et c'est l'équivalent un peu de la somme des carrés intragroupe. Alors on voit bien que le test ANOVA à mesure répétée est similaire au test ANOVA simple que nous connaissons. Alors on a la somme des carrés inter et la somme des carrés intra. Connaissant la somme des carrés inter mesure et le nombre de degrés de liberté qui lui est associé, eh bien on peut calculer la variance inter sur la base du rapport. Donc on obtient la variance inter-mesure. Autrement dit, la variance qui symbolise les différences entre les mesures à l'intérieur des individus. Donc on pourrait l'appeler variance inter-mesure. De même, prenez la somme des carrés relativisée par son degré de liberté, vous obtenez la variance. Donc la variance intra-mesure. Autrement dit, la variance à l'intérieur des mesures au sein des individus. Alors, prenez la variance intermesure divisée par la variance intra-mesure, et bien vous obtenez le F d'ANOVA tout naturellement. Ici, qui est de 40,6. Alors, comparons maintenant le F calculé au F critique, et bien on verrait certainement que le F calculé est plus grand que le F critique. Si on devait se référer à la table statistique du F de Fisher. Précisément, eh bien, le test est significatif. Alors, par conséquent, l'effet du temps est statistiquement significatif. Autrement dit, il y a un changement intra-individuel à travers le temps. Et ce changement est statistiquement significatif. C'est ce que nous dit effectivement le test F. Étant entendu que, eh bien, le test F sous l'hypothèse de sphéricité ou le test F avec la correction de Greenhouse ou le test F avec les deux autres corrections donnent les mêmes résultats. Donc on voit bien de manière générale que le modèle linéaire s'ajuste mieux aux données comparativement au modèle quadratique ou curvilinéaire. Et on peut visualiser ce modèle linéaire à travers la courbe de moyenne. Donc c'est assez clair que le modèle en question est un modèle linéaire et non un modèle quadratique ou curvilinéaire. Ce tableau récapitule un peu les moyennes respectives des temps de mesure ainsi que les intervalles de confiance. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ce tableau, comparaison à parier. Donc nous savons effectivement qu'il y a un changement intra-individuel à travers le temps, mais nous ne savons pas où se situent les sources des différences significatives. Est-ce entre le temps 1 et le temps 2, entre le temps 1 et le temps 3 ou entre le temps 2 et le temps 3? En l'occurrence, c'est assez clair qu'il y a une différence significative entre le temps 1 et le temps 2, entre le temps 1 et le temps 3, mais aussi entre le temps 2 et le temps 3. Et c'est assez clair à la lecture de la courbe de moyenne qu'il y a des différences entre toutes les moyennes comparées. Le tableau intitulé Test des effets intersujets est surtout interprété lorsqu'on travaille avec des groupes indépendants, d'où le terme intersujet. Donc on s'intéresse aux différences entre les individus. C'est un tableau qu'on peut ignorer. Nous avions déjà vu que le tableau test multivarié n'est pas utile, qu'il est surtout utilisé en situation multivariée, en particulier lorsqu'on travaille avec plusieurs variables dépendantes. Autrement dit, lorsqu'on a au moins deux phénomènes qui sont mesurés à travers le temps. Donc voilà un peu comment procéder à l'ANOVA à mesure répétée. De manière générale, l'ANOVA à mesure répétée nous montre qu'il y a un changement intra-individuel statistiquement significatif à travers le temps. Autrement dit, les symptômes dépressifs diminuent significativement à travers le temps. La question qu'on se pose maintenant est de savoir, est-ce que ce changement intra-individuel diffère selon qu'on est homme ou femme? Alors, il se peut effectivement que les hommes et les femmes n'aient pas la même trajectoire des symptômes dépressifs. Eh bien, pour vérifier effectivement s'il y a un effet modérateur finalement, il y a un effet interactif entre le sexe et le temps, eh bien, on utilise ce qu'on appelle
l'ANOVA mixte, une sorte de combinaison entre les mesures répétées et des groupes indépendants, étant entendu qu'ici, sexe est constitué de deux groupes indépendants. Alors on va y aller, autrement dit, on va inclure le sexe dans le modèle d'ANOVA à mesure répétée. Alors on va y aller en cliquant sur Analyse. Eh bien, la procédure est la même que tout à l'heure, modèle linéaire général et mesure répétée. Alors, on va cliquer sur Définir et poursuivre. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est rajouter finalement le facteur à groupe indépendant, sexe. Alors, on va la placer sous facteur intersujet. Pourquoi sous facteur intersujet? Parce qu'il s'agit effectivement d'un facteur. Autrement dit, il s'agit de deux groupes indépendants qui permet effectivement de différencier les individus. Si on avait une variable quantitative, on la placerait sous covariable. Mais ce qu'on veut, c'est surtout l'effet d'interaction entre le sexe et le temps sur les symptômes dépressifs. Alors, on va placer sexe sous facteur intersujet. Alors, tracé, on va placer temps sous l'axe horizontal et sexe sous l'axe groupe distinct et on va cliquer sur Ajouter. Alors, on peut éliminer temps, on s'intéresse surtout à l'interaction entre temps et sexe. On poursuit. Ensuite, on va cliquer sur Options. Et cette fois-ci, on a besoin effectivement de sortir les tests d'homogénéité. Pourquoi? Parce qu'on a inclus des groupes indépendants. Toujours retenir le test de Bonferroni. Alors, on peut cliquer sur Poursuivre. Eh bien, ça va être tout. On a juste à cliquer sur OK pour voir apparaître les résultats. Alors, encore une fois, le logiciel nous récapitule les facteurs intrasujets, autrement dit, les mesures qui sont établies à l'intérieur des sujets. Alors, la nouvelle information, c'est celle qui porte sur le sexe, autrement dit, sur les groupes indépendants femmes et hommes. Donc, on est en ANOVA mixte, parce que c'est assez clair qu'on implique à la fois des groupes indépendants et des mesures répétées. Donc, la combinaison donne ce qu'on appelle l'ANOVA mixte. Alors, on va analyser plus en détail le tableau intitulé Statistiques descriptives. En l'occurrence, au temps 1, est-ce qu'il semble y avoir une différence entre femmes et hommes? Chez les femmes, la moyenne tourne autour de 37,66 et 37,0 chez les hommes. Donc, c'est assez clair qu'il n'y a pas une différence significative entre hommes et femmes, du moins au niveau de la mesure temps 1. Pour ce qui est du temps 2, la moyenne est de 30,2 chez les femmes et 31,3 chez les hommes. Là aussi, il ne semble pas y avoir une différence importante entre hommes et femmes. Par contre, au niveau de la mesure au temps 3, on a une moyenne de 24,87 chez les femmes et 21,76 chez les hommes. Donc, il semble y avoir une petite différence entre les hommes et les femmes. Mais est-ce que cette petite différence suffit à effectivement obtenir un test statistiquement significatif? Alors, c'est toute la question à laquelle on va devoir répondre. Et déjà, on va essayer de visualiser cette petite différence entre hommes et femmes. Alors, on la voit ici. Donc, on voit bien qu'au temps 3, il semble y avoir une petite différence entre les hommes et les femmes. Mais que dans l'ensemble, la trajectoire des hommes est assez similaire à celle des femmes. Et donc, de mon point de vue, d'après mon intuition, eh bien, la petite différence qu'on observe au temps 3 n'est peut-être pas suffisante pour révéler des trajectoires fondamentalement différentes. Mais, encore une fois, il va falloir tester si effectivement les deux trajectoires sont différentes ou pas, de façon à obtenir une réponse plus convaincante. Alors pour ce faire, eh bien, il faut procéder au test d'ANOVA à mesure répétée impliquant des groupes indépendants. Autrement dit, il faut procéder au test d'ANOVA mixte. Alors, pour ce faire, bien sûr, il faut s'assurer
de respecter le postulat de sphéricité, autrement dit l'homogénéité des variances, des différences entre les trois mesures, mais surtout un sous-postulat apparaît, c'est-à-dire l'homogénéité des matrices de covariance, qu'on va essayer de visualiser à travers cette sortie. Donc, on a le test de Box qui permet effectivement de vérifier si la matrice de covariance des hommes est égale à la matrice de covariance des femmes. Alors, c'est quoi la covariance? Alors, vous avez la mesure au temps 1, la mesure au temps 2 et la mesure au temps 3. Donc, la covariance, c'est un peu la covariance entre la mesure au temps 1 et la mesure au temps 2. Au temps 1 et temps 3, au temps 2 et au temps 3, ce qu'on appelle covariance. Un postulat important effectivement de l'ANOVA mixte, c'est qu'on suppose que la matrice de covariance chez les hommes est égale à la matrice de covariance chez les femmes. Autrement dit, la façon dont les trois mesures sont intercorrélées chez les hommes est égale à la façon dont les trois mesures sont intercorrélées chez les femmes. C'est ce qu'on appelle égalité des matrices de covariance. En l'occurrence, c'est assez clair que d'après la signification statistique, il y a égalité entre les matrices des deux groupes. Et donc, ce postulat ou sous-postulat est respecté. Reste maintenant à tester le postulat de sphéricité. Étant entendu qu'ici, encore une fois, le test multivarié n'est pas très utile puisqu'on a une seule variable dépendante. Alors, on va se concentrer surtout sur les résultats du test de sphéricité de Monchley qui effectivement indique encore une fois qu'il y a un écart à la sphéricité. Comme effectivement le postulat de sphéricité n'est pas respecté, bien, il va falloir corriger le biais qui en résulterait immanquablement. Et une façon effectivement de corriger le biais, c'est d'utiliser effectivement la correction de Greenhouse. Et donc, on peut effectivement passer à l'analyse des résultats des tests des effets intra-sujets. En l'occurrence, on va se concentrer au niveau de la première partie du tableau qui décrit un peu l'effet du temps sur les symptômes dépressifs. Autrement dit, est-ce qu'il y a un changement intra-individuel à travers le temps, étant entendu qu'on est sous la correction de Greenhouse qui effectivement indique un effet du temps significatif. Donc, il y a un changement intra-individuel statistiquement significatif. Précisément, il y a un effet principal du facteur temps sur les symptômes dépressifs. Alors, qu'en est-il de l'effet d'interaction entre le temps et le sexe? Alors, on va y aller en lisant toujours les résultats de la correction Greenhouse. Alors, c'est assez clair que l'interaction entre temps et sexe n'est pas statistiquement significatif. Bien, cela signifie que le changement intra-individuel est le même que l'on soit homme ou femme. Autrement dit, on a une même trajectoire chez les hommes et chez les femmes. Et par conséquent, il n'y a pas d'effet d'interaction entre le temps et le sexe. En l'occurrence, par rapport à l'effet du temps, on voit bien que l'état carré est de 0.418. Donc, il s'agit effectivement d'un effet de taille importante. Au niveau de la première section, on a l'effet dû au temps, l'effet dû à l'interaction, et donc on voit que l'interaction n'est pas significative, et la troisième section erreur, c'est ce qui n'est pas dû au temps. Nous venons de voir effectivement l'effet du facteur principal temps et l'effet de l'interaction temps-sexe. Pour voir l'effet principal du facteur sexe, on va lire le tableau intitulé Test des effets intersujets. Alors, si vous vous rappelez bien, on avait déjà cette sortie, mais dans le cas de l'ANOVA à mesure répétée simple, eh bien, ce tableau n'est pas très pertinent. Mais lorsqu'on a fini d'inclure un facteur, c'est-à-dire des groupes indépendants, eh bien, on peut lire l'effet principal de ce facteur. Et donc, c'est assez clair ici
que le sexe a un effet non statistiquement significatif. Autant on a l'effet principal du facteur sexe, qui n'est pas statistiquement significatif, autant on a l'effet principal du facteur temps, qui est statistiquement significatif, et l'effet d'interaction entre le temps et le sexe n'est pas statistiquement significatif. Et donc les résultats, encore une fois, sont similaires à ceux effectivement de l'ANOVA factorielle, où vous avez l'effet principal du facteur A, l'effet principal du facteur B et l'effet d'interaction A fois B. Le tableau test des contrastes intrasujets indique que, encore une fois, le modèle linéaire s'ajuste mieux aux données. Donc c'est un peu l'équivalent du test d'homogénéité des variances dans le cas de l'ANOVA factorielle. En l'occurrence, c'est assez clair qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes au temps 1, au temps 2 et au temps 3 pour ce qui est de leur variance. Et donc ici, le postulat d'homogénéité des variances entre hommes et femmes est respecté. Alors, ici, encore une fois, le logiciel nous récapitule les moyennes respectives des temps de mesure ainsi que leur intervalle de confiance. Ici, on a les comparaisons à parier. Donc, les résultats sont similaires à ceux que nous avions déjà analysés. Les tests multivariés, ce n'est pas très pertinent. Et nous retrouvons effectivement la courbe des moyennes. Et si on s'intéressait au facteur groupe, précisément à la variable type de thérapie. Donc, on a la thérapie cognitivo-comportementale. C'est une forme de thérapie qui est axée sur les pensées négatives des patients, alors que la thérapie activation comportementale met le focus surtout sur l'action, sur les comportements réels que les patients peuvent faire pour changer leur état mental. Donc, on a deux types de thérapies qui ont été administrés aux patients. Donc, pour vérifier effectivement s'il y a un effet d'interaction entre le type de thérapie et le temps, eh bien, encore une fois, on va s'intéresser à l'ANOVA mixte. Eh bien, on va y aller en cliquant sur Analyse, Modèle linéaire général, mesure répétée, on définit et on remplace sexe par groupe, type de thérapie, tout simplement. Alors, pour la courbe, on va placer le temps, l'axe horizontal, groupe, sous-courbe distincte. On ajoute, on poursuit. Pour ce qui est des options, on maintient ce qu'on avait au préalable et on valide en cliquant sur OK. Alors, encore une fois, les résultats sont assez similaires. Alors, je ne vais pas me répéter. On va surtout se concentrer sur l'observation de la courbe des moyennes. Et donc, c'est assez clair que l'effet du temps est beaucoup plus important lorsque les patients reçoivent la thérapie cognitivo-comportementale. Dans le cas de l'activation comportementale, là aussi la trajectoire est descendante et linéaire, mais l'évolution est moins importante. Donc, il semble y avoir un effet d'interaction entre le type de thérapie et le temps. À l'effet qu'effectivement, la trajectoire n'est pas la même selon que les patients reçoivent la thérapie cognitivo-comportementale ou la thérapie de type activation comportementale. Donc, il semble effectivement que lorsque les patients reçoivent la thérapie cognitivo-comportementale, eh bien, leurs symptômes dépressifs diminuent davantage. Mais reste à savoir maintenant si l'effet d'interaction entre le type de thérapie et le temps est statistiquement significatif ou non. Eh bien, pour le faire, encore une fois, on va s'assurer que le postulat de sphérécité est respecté. Alors, ici, pour la première fois, le postulat de sphérécité est respecté. Ici, le test n'est pas significatif, au seuil de 0,05. Et donc, nous sommes obligés effectivement d'accepter l'hypothèse selon laquelle eh bien, les variances des différences entre les mesures sont égales. Donc, le postulat de sphérécité ici est accepté. Et comme l'hypothèse de sphérécité est acceptée, eh bien, on n'a pas besoin de des corrections. Et par conséquent, on va lire directement la première ligne sous
l'hypothèse de sphérécité pour interpréter l'effet du temps. Donc l'effet principal du temps est statistiquement significatif. L'effet d'interaction entre le temps et le groupe, autrement dit le type de thérapie, est statistiquement significatif également. Qu'en est-il de l'effet principal du groupe? L'effet principal du groupe, c'est-à-dire du type de thérapie, n'est pas statistiquement significatif, en revanche. Donc, effet principal du groupe, pas significatif. Effet principal du temps, significatif. Effet d'interaction, significatif, statistiquement parlant. Étant entendu qu'ici, vous avez les tests de contraste intrasujet qui montrent que le modèle linéaire s'ajuste mieux aux données comparativement au modèle quadratique, donc quadratique ou curvilinéaire si vous préférez, que ce soit pour le temps comme pour l'interaction entre le temps et le groupe. Alors ici également, nous avons le test d'égalité des variances entre les groupes, thérapie cognitivo-comportementale et activation comportementale. Alors ici, vous avez les comparaisons à parier, donc où se situent les sources de différence par rapport au temps, en particulier étant entendu que ce tableau n'est d'aucune utilité. Voilà comment procéder aux comparaisons de moyenne lorsqu'on travaille avec des mesures répétées. Donc strictement parlant, on utilise le test TPRE lorsque nous avons seulement 2 temps de mesure, l'ANOVA à mesure répétée pour 3 temps de mesure, et lorsqu'on inclut un facteur, autrement dit des groupes indépendants ou bien même une covariable, eh bien on effectue l'ANOVA mixte. Merci, ça va être tout.